18h, vous êtes sur TV Vendée et vous avez raison. Dans notre journal de ce mercredi 24 avril, il sera question de ces premières portes ouvertes à destination des saisonniers sur l'île de Noirmoutier. L'objectif est bien évidemment d'encourager les candidatures. Au Sables d'Olonne, les postes de secours ont ouvert ce week-end et vous découvrirez ce que l'on peut y trouver pour votre sécurité. Enfin, nous assisterons au déménagement d'un sarcophage gallo-romain, 2 fois 2 tonnes à déplacer. Une entreprise qui ne se fait pas à la légère. Des portes ouvertes réservées aux saisonniers, c'est l'initiative lancée par l'Office de tourisme de Noirmoutier-en-l'Île. Camping, conciergerie, hôtel ou encore restaurant ont participé. L'objectif était de permettre aux candidats de rencontrer leurs futurs employeurs potentiels. En pratique, l'opération a rencontré un succès mitigé, mais elle a permis aux structures touristiques de faire le point sur leurs besoins saisonniers. Julie Morigny a rencontré 2 d'entre elles. Les touristes arrivent peu à peu sur l'île de Noirmoutier. Les vacances de Pâques annoncent la saison estivale, mais c'est pendant la période juillet-août que la fréquentation est multipliée par 10 sur l'île. Alors pour faire face à l'afflux touristique, les établissements font appel à des saisonniers. Nous sommes 10 à l'année et on passe à 20, 21 en saison. Où là, on va pouvoir accueillir entre 4 et 6 saisonniers, puisque nous avons besoin de profils d'animateurs. Nous faisons de l'animation au niveau de l'été et des saisonniers pour renforcer notre équipe d'employés polyvalentes de collectivité. Et en ce qui concerne les critères, cette motivation et ce dynamisme qui se perd. On recherche vraiment une personne sérieuse et motivée, plus que finalement quelqu'un de diplômé. Pour aider les structures à recruter, l'Office de tourisme a mis en place pour la première fois des journées portes ouvertes. Muni de son CV, le candidat venait le déposer dans l'établissement de son choix, une première rencontre bénéfique. Aujourd'hui, on écoute beaucoup le profil. Donc, en fait, si la personne est plus intéressée pour ses horaires, en fait, on va vraiment, nous, faire notre planning en fonction de la personne. Donc, c'est bien de rencontrer directement, de discuter, d'échanger. On capte plus le candidat, finalement, avec ses premières rencontres. C'est aussi de voir aussi si elle est à l'aise aussi dans la relation, parce qu'on a quand même une relation client au niveau de tous les postes, ne serait-ce qu'en service, puisqu'on a ce temps d'échange. C'est un restaurant de collectivité, donc on a aussi cette chance de pouvoir échanger avec les clients et c'est appréciable par tous. C'est vraiment appréciable. Pas de panique si vous avez raté ce rendez-vous, ces 2 structures recrutent jusqu'au début de la saison estivale. Et même si les températures sont encore un peu fraîches pour se baigner, les postes de secours des Sables d'Olonne ont ouvert ce samedi 20 avril. Les nageurs sauveteurs de la SNSM ont pris possession des lieux pour garantir la sécurité des plages publiques. L'occasion de rappeler les bons gestes à adopter pour profiter sereinement du littoral et présenter les nouveaux défibrillateurs dernière génération dont la ville s'est dotée. Les multiparamétriques qui sont des défibrillateurs spécifique avec un mode de communication qui va nous permettre, dès que la victime est prise en charge, tout de suite de pouvoir envoyer et aux pompiers qui vont venir chercher la victime et au service d'urgence qui va recevoir la personne, de savoir ce qui se passe pour que eux ils se préparent et qu'ils reçoivent la victime au plus vite dans les meilleures conditions. On invite le public à être vigilant du coup à quel emplacement de baignade, à quelle zone de plage, de façon à pouvoir être le plus en sécurité possible pour la saison. Et si vous craignez de perdre votre enfant dans la foule, la municipalité a depuis plusieurs années déjà mis en place un système de bracelets à venir récupérer au poste de secours. Un système gratuit qui permet de contacter le responsable légal en cas d'incident. La personne responsable de l'enfant a simplement besoin de venir au poste de secours. C'est une action qui est gratuite, c'est une action prévention et c'est très efficace parce que la petite statistique qui est intéressante, c'est que 100% des enfants porteurs de bracelets ne sont jamais perdus. Et on vient juste noter un numéro de téléphone du parent ou du responsable de l'enfant. Ça peut être aussi pour des personnes, pour des groupes d'accueil collectif de mineurs. Et ça permet d'avoir un numéro de téléphone référent. Au cas de perte de l'enfant, on peut joindre le responsable ou le parent.
Et à noter cette année qu'avec la mobilisation des CRS pour les Jeux Olympiques de Paris, les 6 CRS habituels ne seront pas présents. Ils seront remplacés par des nageurs sauveteurs de la SNSM ainsi que des policiers municipaux en renfort. Depuis quelques années, les entreprises peuvent auto-consommer ou revendre à l'État l'énergie produite par des panneaux photovoltaïques installés sur leur toiture ou leurs ombrières. Aujourd'hui, elles peuvent localement vendre cette énergie solaire. C'est ce que l'on appelle l'autoconsommation collective, produire de l'énergie photovoltaïque et la revendre à ses voisins. Le Pays de Mortagne est la première communauté de communes à mettre en place ce système dans le département. Elle a créé à cet effet l'Association des énergies locales du Pays de Mortagne. L'association, c'est un lieu de rencontre entre des producteurs et des consommateurs. Et donc, en fonction des besoins du consommateur, selon sa consommation d'électricité, on va essayer de mettre en face les volumes de production et de consommation. Et puis ensuite, on fait la coordination et ensuite, il y a une relation contractuelle avec des prix de vente et des volumes qui se fait entre l'entreprise productrice et l'entreprise qui consomme. Allez, on prend à présent la direction du Marais Poitevin pour la signature du soutien financier de la région Pays de la Loire concernant la période 2024-2026. À hauteur d'1 852 000 € sur 3 ans, il représente 20% du financement du parc, 20 autres pourcents venant de la région Nouvelle-Aquitaine puisque le parc est à cheval entre ces deux régions. Une somme qui permet de se projeter pour les actions à venir et d'engager des actions durables sur plusieurs années. On a plein de projets, on a à la fois des projets de replantation d'arbres et notamment de consolidation de la filière peuplier. On a des projets donc liés à l'agriculture, une agriculture durable, notamment sur ces communaux qui nous permettent de maintenir une activité d'élevage tout en combinant ça avec notre rôle essentiel de préservation de la biodiversité. Et c'est en cela où ces communaux sont des lieux exceptionnels et qu'on aime bien fêter l'ouverture des communaux. Ici, on a des zones qui viennent accueillir des populations de faune absolument extraordinaires, donc des oiseaux migrateurs par exemple, parce qu'il y a ces zones humides. Et la question de la biodiversité, elle est au cœur du contrat de parc. Elle est au cœur du contrat de parc avec un objectif qui est de démontrer qu'on peut faire vivre ensemble des activités économiques, des activités agricoles. Je pense que Lydie Bernard, ma collègue de la région, en a parlé, avec le respect de cette biodiversité et le respect de notre environnement. Et ça, c'est au cœur de l'ensemble des contrats de parc. On ne déplace pas comme ça un sarcophage gallo-romain. Le musée de Fontenay-le-Comte en fait l'expérience. Depuis un peu plus d'1 an, il a démarré son titanesque chantier des collections qui consiste à inventorier, classer et protéger l'ensemble des objets. Après les plus petites pièces, c'est au tour des plus volumineuses de quitter le bâtiment avant sa restauration. Cyril Guillet était présent pour assister au déménagement du sarcophage gallo-romain et ses 2 fois 2 tonnes. Après une première tentative infructueuse la semaine précédente, c'est avec beaucoup de précautions que ce sarcophage gallo-romain a été extrait du musée. Attention, hop. Je suis personnellement très émue, ça fait un petit moment qu'on a engagé ce projet, c'est un projet de longue haleine qui a investi énormément les équipes. On a souhaité orchestrer nous-mêmes le chantier des collections. Quelques musées peuvent parfois le proposer à d'autres partenaires extérieurs. Nous, on a souhaité le maîtriser en interne et on est très heureux, très émus, en l'occurrence en ce qui me concerne, de voir partir cette grosse pièce aujourd'hui. Une opération délicate à répéter 2 fois car ce sarcophage est refermé par un couvercle qui lui aussi pèse pas loin de 2 tonnes. Là, on a fait venir un spécialiste pour pouvoir porter ces 2 fois 2 tonnes, donc le sarcophage, et puis les très grosses pièces sont en train de partir avec cette entreprise. Ce sarcophage fait partie des éléments les plus imposants de cette collection. Trouvé non loin de Fontenay-le-Comte, c'est une pièce exceptionnelle pour l'ouest de la France. Il a été trouvé à Bouillé-Courdeau au début du XXe siècle, en 1913, par 2 frères agriculteurs qui, en retournant leur champ, en fait, ont mis à jour ce sarcophage. Et puis la ville de Fontenay-le-Comte l'a acheté en 1925 avec l'ensemble de verreries aussi. Jusqu'à maintenant, elle est exposée dans une salle du rez-de-chaussée du musée. C'est effectivement une pièce importante puisqu'elle date de 2000 ans et puis elle est associée aussi à un ensemble de verreries gallo-romaines assez exceptionnelles. Donc tout reviendra à l'ouverture, avant l'ouverture du musée bien sûr, sera de nouveau exposé dans le parcours, différemment, bien valorisé. Voilà. Donc c'est juste un départ temporaire. Ce déménagement marque une nouvelle étape dans la rénovation de ce musée.
Une fois toutes les collections mises à l'abri, la réhabilitation complète du bâtiment pourra être lancée avec à la clé une nouvelle scénographie. Et le 23 avril, c'était la Saint-Georges, une date attendue par la commune déléguée de Saint-Georges de Montaigu et l'amicale de l'arme blindée cavalerie-char de la Vendée. Tout au long de la journée, autour de diverses animations, ils ont célébré le saint patron des cavaliers, entré à la postérité après un acte de bravoure. Saint-Georges, c'était un cavalier qui s'est distingué par sa bravoure, principalement au moment où il a vu une jeune fille qui devait être mangée par le dragon. Et lui s'est porté à son secours et donc a terrassé le dragon pour sauver la jeune fille. Voilà, c'est une légende, une légende. Mais enfin, c'était pour montrer sa bravoure. Nous avons le Saint-Georges. C'est un homme quelqu'un qui nous rassemble. Et un mot de sport avant de nous quitter, et croyez-moi, nous n'avons pas fini d'en parler. Le projet du club de la Roche-VF de se renommer en Vendée Football Club fait couler beaucoup d'encre. Lundi soir, lors de l'assemblée générale du club, le changement de nom est acté, mais de nombreux autres clubs regrettent un manque de concertation et l'appropriation du mot Vendée. Ce mardi soir, les 10 principaux clubs du département ont exprimé leur désaccord. Alors pour l'heure, le projet de la Roche-VF se poursuit contre l'avis du district. Nous reviendrons sur le sujet dans notre édition de demain. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité donc à 12h30 et non pas dans votre matinale puisqu'elle n'est pas là cette semaine. Passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.